Le matin, Constantinople vit au rythme des corps et des rumeurs. Depuis le quai, les serviteurs adultes se pressent vers le palais avec leurs paniers, les malades vers les infirmeries des monastères, les fonctionnaires vers les chancelleries. Entre eux, circulent des histoires. L'empereur aurait trop longtemps regardé une dame, l'impératrice recevrait des personnes suspectes à une heure tardive, certaines femmes nobles auraient des manières trop libres à la cour. Une image grossière se dessine d'elle-même, Byzance comme une immense maison de ragots, où le pouvoir se décide sous les voilures et non lors des conseils. Bonjour à tous. Voici l'histoire de la façon dont la cour impériale de l'époque d'Anne Comnène contrôlait non seulement les terres et les impôts, mais aussi les moindres faits et gestes de chaque adulte près du trône. Comment un cérémonial strict, un calendrier d'audience et des archives se sont avérés plus forts que les ragots et les rumeurs de marché. Écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous venez et quel mythe sur la dépravée Byzance vous avez le plus souvent rencontré dans les livres et les films. Partagez les histoires contemporaines qui vous semblent les plus inquiétantes sur la façon dont le protocole protège ou détruit la réputation. Je vous souhaite une écoute attentive et un peu nerveuse. Derrière les belles mosaïques du palais, vous verrez les registres, les gardes et une étiquette très stricte. La cour impériale dans laquelle se retrouve Anne, fille d'Alexis Comnène, est beaucoup plus proche d'une chancellerie que du harem issu des fantasmes européens. La matinée de l'empereur est rythmée par plusieurs étapes: prière, examen médical, conseil restreint, réception des requêtes, sortie parmi les citoyens. Chaque rencontre est filtrée par les eunuques et les officiers qui, quand et à quelle distance, peut s'approcher du souverain. Un siècle avant les Comnènes, l'empereur Constantin le Célèbre avait déjà consigné dans un livre de cérémonie la manière dont l'empereur devait entrer, où il devait se tenir, à qui et combien de pas il était permis de faire pour aller à sa rencontre. C'était le projet d'une cour idéale, où même le mouvement d'une main était transformé en point de protocole. Anne naîtra dans une situation politique différente, mais grandira dans un espace où ses anciennes instructions continuent de rythmer la vie. Parallèlement, une autre réalité existe dans la ville: le marché, les quais, les cours des monastères, où l'on raconte les secrets du palais. Ici, il est plus facile de croire que tout est décidé par les favorites que de comprendre les chaînes complexes des fonctions et des titres. Plus tard, les auteurs occidentaux, irrités par la bureaucratie byzantine, reprendront volontiers cette image. L'Empire comme un royaume féminin d'intrigue, où l'impératrice et les dames de la cour semblent diriger les troupes en changeant de place dans les loges et les chambres à coucher. Cette image survivra facilement aux Comnènes eux-mêmes, car elle correspond bien aux stéréotypes: un empire étranger et forcément corrompu et perfide. Anne Comnène, déjà adulte, qui écrit l'Alexiade après la mort de son père, voit comment ces mythes nuisent au pouvoir. Dans la pratique byzantine, un coup porté au lit tente souvent de détruire le trône. Une allusion à la souillure de l'impératrice remet en question les enfants, la dynastie, l'héritier. Dans l'histoire de l'Empire, il y a déjà eu des cas où les épouses des souverains ont été accusées d'avoir des relations avec des eunuques, des favoris, des ambassadeurs étrangers, et ces histoires ont été utilisées non pas pour divertir, mais comme une arme entre les mains de l'opposition. Anna vit dans un monde où un geste imprudent ou un emploi du temps mal organisé peuvent devenir un prétexte à une attaque politique. Sa réponse n'est pas de se justifier pour chaque rumeur, mais de démontrer que l'accès au corps de l'empereur et de l'impératrice est structuré par un protocole si strict que la plupart des heurts scandaleuses sont physiquement impossibles. Cela apparaît particulièrement clairement dans la façon dont elle décrit sa mère, Irina Doucou. Anna ne souligne pas son charme romantique, mais la rigidité de ses gestes. Sa mère évitait même de montrer ses mains et son visage à des hommes étrangers, s'efforçait de ne pas laisser sa voix se propager librement vers des oreilles inhabituelles.
C'est l'image de l'impératrice idéale dans le code byzantin. Non pas une maîtresse de maison mondaine, mais un corps presque voilé, présent, mais comme exclu des échanges quotidiens. La modestie n'est pas ici un caprice personnel, mais un élément de protection de l'État. Moins il y a de raisons de médire, plus il est difficile pour l'opposition de mener des campagnes basées sur des insinuations. Derrière cela se cache une organisation quotidienne bien précise. L'impératrice ne se promène pas seule dans le jardin, elle se déplace avec une escorte bien définie. Ces réceptions sont une série de rencontres formelles, épouses nobles, parentes de dignitaires, abbesses de monastères, épouses d'ambassadeurs étrangers. Leurs noms sont inscrits sur des listes, l'heure de la visite est fixée à l'avance, des témoins sont présents. Les apparitions publiques, avec l'empereur, sont également strictement réparties dans le calendrier. Processions religieuses, fêtes, repas. Les appartements intérieurs du palais sont gardés par des eunuques, pour qui toute violation du régime d'accès signifie la fin de leur carrière et le risque de châtiment corporel. Dans un tel système, toute visite spéciale laisse inévitablement une trace dans la mémoire des gardes, dans les registres du cérémonial, dans le planning des gardes. Dans la culture politique byzantine, le corps est traité avec cruauté, mais d'une manière codifiée. Les parents adultes des empereurs qui ont perdu la lutte pour le pouvoir ne sont pas toujours tués, mais mutilés et isolés. Ils sont aveuglés, privés de la possibilité de marcher sans aide extérieure et contraints de se faire tonsurer. Ces punitions sont qualifiées d'incruelles, mais elles laissent une douleur durable et excluent définitivement la personne du jeu politique. Anne elle-même participera à un complot infructueux contre son frère et finira ses jours dans un couvent où son corps et sa voix seront confinés entre 4 murs. Pour elle, parler d'étiquette corporelle n'est pas une théorie, mais une fatalité. La cour protège certains corps et en brise d'autres, et les deux se font par le biais de procédures formelles. Dans les cérémonies tardives, basées sur les travaux de Constantin Porphyrogénète, les chercheurs voient une autre couche importante de contrôle. Non seulement l'ordre des fêtes est fixé, mais aussi le régime de visibilité de la famille impériale. Il y est littéralement indiqué les jours et les heures auxquels le souverain et son épouse doivent être accessibles à différents groupes: sénateurs, chefs militaires, moines, simples citoyens. Tout ce qui sort de ce cadre devient suspect, et c'est précisément sur cela que repose le mécanisme de défense contre les rumeurs. Lorsque l'opposition tente de lancer une affaire scandaleuse, les partisans de la cour peuvent sortir des archives la liste des audiences et montrer qu'à l'heure indiquée, l'impératrice se trouvait ailleurs, avec d'autres personnes, sous bonne garde, et non dans des appartements secrets inventés de toutes pièces. Anne Comnène, en racontant le règne de son père, ramène obstinément le lecteur à ces lignes sèches qui avaient accès, à quel titre, pour quelle raison. Là où le lecteur européen s'attend à des histoires d'intrigues amoureuses, elle parle de la répartition des fonctions, des nominations, des campagnes militaires, des confiscations, de la diplomatie. Les corps féminins dans les pages de l'Alexiade sont presque toujours inscrits dans des rôles officiels: charité, patronage monastique, participation à des cérémonies religieuses. C'est là sa propre réponse au mythe de la Byzance du lit. Elle le remplace par l'histoire d'une Byzance du protocole, où le destin de l'État se décide à travers des emplois du temps froid et des archives, et non à travers des chuchotements derrière des rideaux. Cette optique est particulièrement visible si l'on compare le texte d'Anne au cérémonial byzantin. À côté de ces descriptions de la cour, on trouve des instructions qui décrivent précisément comment les corps adultes doivent se déplacer dans l'espace, qui entre le premier dans la salle, qui se lève, qui doit toucher le sol avec son front et qui peut se contenter d'une révérence. Même la distance entre l'empereur et le suppliant est réglementée. Pour un observateur extérieur, cela ressemble à une théâtralité excessive.
Pour la cour, c'est un système qui permet de transformer n'importe quel geste en preuve ou en réfutation. Si des adversaires affirment qu'une certaine femme est trop proche du souverain, il suffit d'ouvrir le calendrier des audiences et d'indiquer qu'elle n'avait pas le droit de s'approcher de lui sans la présence d'un eunuque et d'une série de témoins. Anne écrit son texte après avoir perdu la lutte pour le pouvoir. Sa tentative de destituer son frère, Jean II, n'était pas un drame romantique, mais un enjeu très concret, qui contrôlerait l'armée, les impôts, les confiscations, les alliances matrimoniales. Sa défaite signifiait non seulement la perte de son influence, mais aussi une stérilisation biographique. Elle est exclue du corps politique de l'Empire et envoyée dans un monastère où elle reste une femme adulte éduquée mais isolée. Dans cette position, elle comprend particulièrement bien comment les coups portés à la réputation sont construits. Les accusations de débauche ou de relations illicites visent presque toujours soit l'impératrice, soit les épouses de l'entourage proche du souverain, car cela permet de porter atteinte à la légitimité de toute la maison. Pour autant, Anna, tout en défendant ses parents, ne les dépeint pas comme des êtres physiques parfaits. Elle montre honnêtement la fragilité physique de son père, ses maladies, son épuisement dû aux guerres et aux conseils sans sommeil, décrit ses mains tremblantes, ses crises de douleur, sa faiblesse. Dans le contexte byzantin, la faiblesse physique du souverain n'annule pas son droit au pouvoir si le cercle cérémoniel est correctement organisé autour de lui. L'empereur, qui ne peut pas rester debout longtemps, s'assiera sur le trône, mais l'ordre d'entrée des ambassadeurs, le nombre de marches, le nombre de personnes qui s'inclinent restent les mêmes. Le corps s'affaiblit, mais l'étiquette préserve son inaccessibilité. C'est aussi un moyen de se protéger contre les ragots. Tant que la forme est respectée, il est plus difficile de transformer les discussions sur l'affaiblissement du pouvoir en un coup d'État ouvert. Comme c'est souvent le cas, l'opposition tente de jouer selon d'autres règles. Ses armes sont des tracts anonymes, des chuchotements dans les monastères, des récits de pèlerins qui répandent la vérité sur la cour dans la province. On y raconte des histoires sur les favorites, sur les visites nocturnes spéciales, sur le fait que les décisions seraient prises au lit plutôt qu'au conseil. Ces histoires sont rarement vérifiables, mais elles jouent sur les émotions. Il est plus facile de croire que l'Empire s'effondre à cause de la faiblesse féminine et de la débauche que de comprendre les erreurs systémiques de la politique fiscale ou de la stratégie militaire. Anna oppose délibérément à cela un flot de faits, les dates des campagnes militaires, la composition des ambassades, les listes de fonctionnaires. Elle montre que les véritables coups portés à l'Empire ne viennent pas de la chambre à coucher, mais du trésor public, des failles dans la défense, des trahisons des commandants qui changent de camp en échange de terres et d'or. Dans ce contexte, on voit particulièrement bien comment la bureaucratie tente de supprimer toute possibilité de manipulation du thème du corps. Les cérémonies comprennent non seulement l'ordre des fêtes, mais aussi les règles vestimentaires. Les femmes adultes à la cour doivent respecter une certaine longueur de manche, une certaine épaisseur de tissu, une certaine forme de voile, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour faciliter le contrôle. Moins le corps est visible sous les vêtements, plus il est difficile de construire un scénario scandaleux autour de lui. Le non-respect des normes vestimentaires est sanctionné de la même manière que le non-respect de la discipline financière. Rapport, réprimande, parfois exclusion du service de la cour. Pour l'historien, cela peut ressembler à une obsession maniaque pour la forme. Pour les personnes vivant au sein de ce système, c'est un moyen de transformer le corps en un élément du protocole plutôt qu'en une surface libre pour les rumeurs. Les textes médicaux et monastiques byzantins ajoutent une autre dimension, la peur de la faiblesse du corps et de sa contagiosité par le péché. Les médecins de l'époque associent de nombreuses maladies au mode de vie, aux habitudes, à l'alimentation, à un excès de chaleur et de humidité. Les auteurs ascétiques
écrivent sur la nécessité de limiter les contacts, les regards, les goûts, afin de ne pas exciter inutilement. Dans l'entourage impérial, ces idées se transforment en recommandations pratiques. Moins de contacts fortuits, plus de filtres et d'intermédiaires, une séparation claire entre les espaces masculins et féminins dans le palais. Tout cela fonctionne également comme un bouclier contre les mythes sexuels. Mais en même temps, cela crée une pression réelle sur ceux dont la vie se déroule dans ces couloirs. Les femmes adultes à la cour vivent dans un état de vigilance constante. Tout mouvement inapproprié, toute conversation trop longue, tout rire trop libre peuvent être interprétés comme une violation de l'étiquette corporelle et utilisés contre elles dans le jeu politique. Au moment où Anne travaille sur l'Alexiade, la tradition byzantine dispose déjà d'archives qui peuvent être utilisées comme armes contre la calomnie. Les chancelleries conservent des copies des décrets, des protocoles des cérémonies, des rapports sur les réceptions. Si quelqu'un lance la rumeur que l'impératrice a reçu des personnes suspectes à un endroit inapproprié un certain jour, les partisans de la cour ont la possibilité de consulter les archives et de montrer où elles se trouvaient réellement. Au monastère, à l'office religieux, dans la salle de réception officielle. Ces documents ne permettent pas toujours d'échapper à l'effet lent des rumeurs, mais dans les moments importants, lors d'enquêtes sur des complots, lors de conciles, lors de changements de pouvoir, ils deviennent un argument décisif. La bureaucratie et le cérémonial apparaissent ici non seulement comme un instrument de contrôle, mais aussi comme la seule protection contre le mythe de l'Empire du lit, dans lequel le destin de l'État serait déterminé par des histoires nocturnes invérifiables. L'image tardive que l'Europe avait de Byzance a consolidé une autre image, déjà presque sans rapport avec ce qu'Anna avait vu. Dans les chroniques des auteurs latins et les textes des temps modernes, la cour impériale est transformée en un club de intrigues féminines où les impératrices et les favorites adultes s'arrachent le pouvoir en chuchotant dans leur lit. Les horaires des audiences, les jours de jeûne, le protocole paralysant des fêtes y sont presque invisibles. Au lieu du langage difficile des fonctionnaires, des titres et des conseils, ils tracent une ligne simple. Tout était décidé par les maîtresses. Dans ce contexte, l'Alexiade est une tentative de protéger la famille et l'empire encore vivant en s'appuyant sur le côté ennuyeux mais vérifiable de la cour, la bureaucratie. Le scandale, en tant qu'arme, frappe toujours le point le plus vulnérable. Dans la société byzantine, il s'agit de la réputation d'une femme adulte au pouvoir. L'impératrice, la sœur de l'empereur, la fille adulte du souverain sont des cibles faciles. Porter atteinte à leur pureté permet de remettre en question les mariages, les héritiers, les alliés. Anne sait que sa dynastie est marquée par une série d'histoires similaires. Auparavant, des légendes circulaient déjà dans le palais au sujet d'impératrices accusées d'avoir des relations avec des eunuques ou des chefs militaires. Il est presque impossible de vérifier de telles allégations, mais les rumeurs minent lentement la confiance. En réponse, Anna construit autour de sa famille un cercle de dates, de postes et de fonctions, montrant que les véritables revirements politiques se produisent au conseil et à la guerre, et non dans la chambre à coucher. Dans sa description de l'espace palatial, il n'y a presque pas de chambre, mais beaucoup de salles et de procédures. Elle parle en détail de la salle du trône, des salles de réception, des sorties à l'armée et des négociations. L'impératrice et les femmes de la cour apparaissent dans le contexte de la charité et du culte. Monastère, distribution, célébration religieuse. Anna souligne que sa mère, en tant que femme adulte influente, vit dans un régime de stricte séparation des hommes étrangers et que son pouvoir se manifeste à travers des lettres et des décisions du Conseil. Il s'agit à la fois d'une protection personnelle et d'une démonstration de conformité à l'idéal. La bonne impératrice est celle dont le corps est presque entièrement dissous dans le protocole. L'opposition agit différemment.
il est plus facile de résumer tout ce qui est physique dans une feuille anonyme qui sera distribuée sur les bancs. On y note non pas les discussions sur les impôts, mais les prétendues visites nocturnes, non pas la structure du conseil, mais les regards suspects lors de la fête. Ces textes ne sont pas archivés, mais restent gravés dans la mémoire, là où le cérémonial exige de la précision, l'heure de sortie du souverain, la liste des personnes présentes, la séquence des salutations. La feuille fonctionne de manière floue. Au lieu des dates, on trouve toujours, au lieu des faits, tout le monde sait. Anna répond par une chronologie dense. Elle relie les décisions clés au concile, aux campagnes militaires, à la famine, à l'invasion des croisés, sortant le récit du lit pour l'amener dans le domaine de la politique pure et dure. Quand elle parle de complot, le corps est presque toujours présent comme objet de punition et non de plaisir. Les rivaux adultes sont aveuglés, privés de leur langue, envoyés dans des monastères aux règles strictes. On préfère les mesures sans effusion de sang, qui laissent la personne en vie, mais la mettent hors jeu. Dans ce contexte, les récits sur les favorites débauchées se transforment en une légère fumée qui dissimule les décisions concernant les mutilations de parents, les confiscations et les mariages forcés. Les livres de cérémonie et les règlements de la cour servent d'antidote aux accusations concrètes. Si l'on parle d'une rencontre secrète, on sort les emplois du temps et on montre où se trouvait l'impératrice à l'heure voulue et qui en a été témoin. Pour que la rumeur soit vraie, il faudrait enfreindre plusieurs niveaux de protocole à la fois. La garde, le témoignage, le rituel d'entrée, ce qui semble incroyable pour les personnes à l'intérieur du système. Mais ce même protocole exerce une pression constante. Les femmes adultes à la cour vivent dans un réseau dense de règles. Les vêtements, la position des mains, la démarche, les regards, tout est normalisé. Tout écart devient un argument futur pour les ennemis. Le corps oscille constamment entre le statut de symbole et celui de preuve potentielle. Anna en fait l'expérience lorsqu'après la mort d'Alexis, elle participe à une tentative de promouvoir son mari et ses frères contre Jean. À ce moment-là, elle n'est plus perçue comme un objet de rumeur, mais comme un canal d'influence. La fille de l'empereur et l'épouse du commandant militaire relient les lignes de revendication. L'échec fait d'elle le corps d'un autre rituel. Elle est coupée de la cour, pratiquement enfermée dans un monastère. On change ses vêtements, ses gestes, ses itinéraires. De son ancien statut, il ne reste que la possibilité de s'exprimer par le texte. Le contexte urbain et médical rend les choses encore plus tendues. Constantinople vit sous la menace d'épidémies, de famine, d'un afflux de blessés. Les gens ne voient dans la cour que par bribes. Cortège, bougies dans le temple, silhouette lointaine de l'impératrice. Le reste est complété par des rumeurs. Dans un tel environnement, les histoires sur les favorites se répandent aussi vite qu'une infection. Anna, s'appuyant sur les cérémoniales et les archives, tente d'offrir une autre perspective. Non pas des soupirs derrière les rideaux, mais des listes lourdes de pain, de négociations, de nominations de commandants. Et chaque fois que le cérémonial échoue, maladie de l'empereur, mort de l'héritier, chute d'un noble, c'est précisément de la capacité de la bureaucratie à expliquer ce qui s'est passé que dépendra la victoire de la version du Conseil et de la guerre, ou de celle du lit, dans lequel quelqu'un a poussé quelqu'un d'autre. Lorsque la bureaucratie arrive la première, on voit le mythe de la Byzance, de chambre à coucher, s'effondrer face à la paperasse. À la cour des Comnènes, on essayait d'apaiser de nombreux moments délicats en rendant public le protocole. Lorsque des rumeurs circulaient, selon lesquelles l'impératrice ou une femme adulte proche d'elle exerçait une mauvaise influence, la réponse n'était pas un démenti émotionnel, mais un respect ostentatoire du cérémonial. L'impératrice se rendait aux offices religieux officiels, accompagnée de eunuques sévères et de dames d'honneur âgées, recevait les ambassadeurs à portes ouvertes, s'asseyait à une distance respectable du souverain,
puis repartaient en suivant l'itinéraire prescrit par le règlement. Pour les personnes qui vivaient à l'intérieur du palais, cela suffisait pour comprendre que même si les ennemis construisaient des histoires autour de son corps, l'espace réel de ses mouvements était cloisonné par des murs et les yeux des témoins. Les eunuques, des hommes adultes spécialement placés entre la moitié féminine et le reste du monde, jouaient ici un rôle particulier. Dans la tradition occidentale, ils étaient souvent présentés comme des personnages suspects et intrigants, mais en réalité, c'étaient eux qui servaient de barrières ambulantes. C'est par eux que passaient les lettres, les cadeaux et les demandes adressées au palais. Ils contrôlaient également qui pouvait entrer à quel moment dans les parties du palais où vivaient l'impératrice et les autres femmes. De leur côté, ils commettaient également des abus. Un eunuque pouvait retenir un message, demander une récompense pour son aide ou se constituer son propre réseau de clients. Mais malgré tout cela, le système avait un seul objectif: supprimer tout contact direct entre le corps féminin et un demandeur occasionnel, transformant ainsi un terrain propice aux rumeurs en une zone où chaque démarche passait par une série de services et de fonctions. L'époque des Comnènes offre un autre exemple important: le conflit avec les croisés. Les personnes qui arrivaient à Constantinople en provenance des terres occidentales apportaient avec elles une série de clichés sur la cour orientale débauchée. Ils s'attendaient à voir un harem chaotique, un libre accès au corps du souverain et de sa famille, un mélange ouvert entre l'intime et le politique. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par un système de salles, de couloirs et d'horaires. Ils pouvaient attendre des heures pour obtenir une audience, passer d'un garde à l'autre, ne voir que la silhouette lointaine du souverain, qui apparaissait invariablement couronné, entouré de prêtres et de dignitaires. L'impératrice et la princesse n'étaient ni visibles que de loin, lors des offices dominicaux et festifs, où leur corps était entièrement recouvert de vêtements lourds et de voiles. Pour ceux qui avaient l'habitude d'expliquer le pouvoir par le lit, c'était une déception, et une partie des chroniqueurs occidentaux se sont vengés dans leurs textes en peignant des images d'autant plus fantastiques de débauche en coulisses, précisément parce qu'ils se heurtaient dans la réalité au mur froid du cérémonial. Les archives, auxquelles on pense rarement, constituaient une couche de protection tout aussi importante que les murs du palais. La chancellerie byzantine employait des scribes adultes dont la tâche consistait à consigner tout ce qui pouvait être montré et envoyé: décrets, lettres, rapports. Lorsqu'il y avait des complots et des enquêtes, c'étaient ces personnes qui sortaient les anciens documents, qui avaient été nommés, quand, qui avaient passé combien de temps en exil, qui avaient reçu un monastère ou une parcelle de terre pour sa loyauté. Dans les disputes sur la légitimité d'un mariage ou le droit au trône, ce n'était pas un bout de papier sur une prétendue déchéance des mœurs qui était déterminant, mais un parchemin scellé confirmant l'union, l'héritage, l'accord avec d'autres maisons. Le mythe corporel ne pouvait annuler les lignes écrites des décennies auparavant sous le sceau d'or. Dans le même temps, la discipline archivistique elle-même exigeait des pratiques corporelles rigoureuses. Les scribes et les fonctionnaires vivaient dans un monde où les yeux, les mains et le dos d'un adulte étaient des outils de travail. De longues heures passées à leur bureau, une lumière tamisée, le froid dans des pièces mal chauffées, des maladies articulaires dues à une position assise permanente, une détérioration de la vue, tel était le revers de la médaille de cette documentation qui protégeait la famille impériale contre la calomnie. D'un côté, la légende des plaisirs orientaux, de l'autre, les corps réels des scribes qui vieillissaient et se détérioraient au service du protocole. C'est leur travail qui était considéré comme important pour le résultat politique. Sans formule et date vérifiée, toute justification du pouvoir perdait sa force. Anna, en tant qu'auteur, utilise ces mécanismes lorsqu'elle écrit sur sa propre défaite. Elle ne cache pas le fait qu'il y ait eu complot,
Elle ne se présente pas comme la victime d'une calomnie pure et simple. Elle constate qu'il y a eu une lutte pour le pouvoir, qu'il y a eu des décisions qui peuvent être considérées comme risquées ou erronées. Mais dans la logique de son texte, la question clé n'est pas « qui a séduit qui » ou « qui est le favori de qui », mais « qui avait à quel moment le droit légitime de commander et de délibérer ». Elle montre qu'après la mort d'Alexis, l'équilibre des pouvoirs a changé, que son frère a obtenu le soutien de personnalités influentes et que la Cour a pris la décision de la priver, elle et son mari, de l'accès aux ressources militaires. Cette description n'efface pas la douleur, mais prive l'opposition de la possibilité de tout réduire à un schéma simpliste d'intrigue féminine. La réalité sociale de Constantinople complète le tableau. La ville comptait de véritables zones de vulnérabilité physique, des quartiers pauvres, des maisons surpeuplées, des marchés où la violence éclatait facilement, des hôpitaux et des refuges où l'on emmenait les malades atteints d'épidémies. Les femmes et les hommes adultes de ces endroits étaient confrontés chaque jour au côté brutal et laid de la vie. Coups, travail forcé, infections. Dans ce contexte, les histoires de cour sur les favorites n'étaient pour beaucoup qu'une enveloppe divertissante, un masque recouvrant le quotidien difficile. Le danger commençait lorsque ces histoires étaient utilisées pour expliquer les échecs politiques réels. Au lieu d'analyser pourquoi l'armée n'était pas arrivée à temps ou pourquoi le trésor était vide, on proposait une version commode. Quelqu'un en haut passe trop de temps ailleurs. Avec son texte sec et lourd, Anna tente de ramener l'attention sur le fait que la maladie de l'empereur, les erreurs des commandants, la pression des croisés et l'oppression fiscale s'expliquent non pas par la chambre à coucher, mais par des décisions consignées dans des actes et des cérémonies. Dans cette optique, l'étiquette byzantine du corps cesse d'être un détail exotique et curieux. Elle apparaît comme un instrument rigide, parfois inhumain, grâce auquel le pouvoir s'isole des rumeurs et contrôle en même temps ses propres représentants. Le corps du souverain et de sa famille se trouve recouvert de plusieurs couches: vêtements, itinéraires, emploi du temps, témoignages de la chancellerie. L'adversaire qui tente d'attaquer par le biais de ragots sur le lit est contraint soit de se heurter au mur de ce protocole, soit de chercher d'autres points d'attaque. Finances, défaites militaires, alliances internes. Assise dans un monastère et se remémorant sa vie au palais, Anne Comnène montre précisément cet aspect de l'histoire byzantine. Derrière le mythe de l'empire des intrigues se cache un appareil où le calendrier des audiences et les archives protocolaires déterminent bien plus le destin des adultes que n'importe quelle feuille contenant des allusions aux heures nocturnes. Si l'on rassemble toutes ces lignes, le cérémonial, les archives, les défaites personnelles d'Anne, on obtient une image qui ne correspond pas au mythe habituel du lit byzantin. Au sein de l'Empire, le corps était effectivement gouverné, mais cela ne se faisait pas à voix basse, derrière un rideau, mais par le biais de la répartition des sièges, des règlements et des formes d'adresse. Un adulte proche de la cour n'était pas tant un acteur libre d'intrigues érotiques qu'un porteur d'un rôle soigneusement construit. Chacun de ses mouvements, quand sortir ou se tenir, à qui s'approcher et à quelle distance, se transformait en un geste politique qui pouvait être enregistré, confirmé ou réfuté. Là où la tradition européenne tardive voyait le lit comme le centre, les sources réelles montrent de longs couloirs, des listes de personnes présentes, des séries de révérences et de serments. Ce qu'Anne a laissé n'est pas une confession au sens psychologique moderne, mais une tentative d'inscrire le corps dans le langage des statuts et des devoirs. Elle ne nie pas que des rumeurs existaient, que l'opposition s'en prenait à l'impératrice et à elle-même, en insinuant que leur influence était féminine. Mais à chaque fois, elle oppose à cela un mur de documents. Les campagnes contre les Normands, l'arrivée des croisés, les décisions fiscales, les statuts monastiques
qui détermine la vie des adultes écartés du jeu politique. Dans ce mur, il n'y a presque pas de place pour les détails croustillants. Non pas parce qu'il n'y en avait pas du tout, mais parce qu'il n'explique ni la famine, ni les défaites, ni les alliances forcées, ni la pratique des aveuglements et des exils. Dans son cas, le mythe et le document divergent de manière particulièrement marquée. Le mythe dépeint Constantinople comme un théâtre où tout se décide dans la chambre à coucher, où les corps de l'empereur et de ses proches sont accessibles à un jeu incessant de désir. Le document montre autre chose. Un appareil fermé qui, par l'étiquette et le protocole, bloque l'accès à ces corps, les transformant en figures recouvertes de tissus et de programmes. La rumeur continue de vivre sur les marchés, dans les chroniques latines, dans les romans tardifs, parce qu'elle est plus légère que les discussions sur les impôts, les garnisons latines, les destins brisés de parents aveuglés. Mais celui qui lit l'Alexiade à côté des livres cérémoniels garde un arrière-goût étrange, plus effrayante que la Byzance couchette inventée, mais celle où un adulte est privé de pouvoir et de liberté d'un simple trait de plume dans un acte, puis contraint de vivre pendant des années dans une posture dictée non pas par ses sentiments, mais par l'étiquette. C'est précisément cette Byzance qui constitue la toile de fond réelle de la vie d'Anne Comnène, un monde où le protocole corporel est plus lourd et plus effrayant que n'importe quelle rumeur à son sujet.